Bonjour Guillaume Louet, vous êtes à l'origine de ce projet un peu fou, il faut le dire, d'avoir rassemblé, réuni les écrits de Jean-José Marchand, de tous ses écrits journalistiques, tous ses écrits parus en périodique, qui couvrent 70 années, de 1941 à 2011, au début de cette année. Et comment vous est venue cette idée? Ben, l'idée est venue très progressivement, en fait. J'ai d'abord recueilli des articles, en fait, pour mon besoin personnel, pour des entretiens qu'on a fait ensemble à l'automne 2005 pour l'INA. Donc, avant de faire les entretiens, j'essayais de retrouver des articles. Alors, c'était un petit peu en vrac et c'était pas bien loin d'être exhaustif. C'est des articles dans Poésie 41-42, dans Confluence, dans Contrepoint aussi, plus tard dans les années 70, mais enfin tout ça faisait une toute petite masse, et puis bon, je suis devenu de plus en plus ami avec Jean-José, et alors là, petit à petit, à chaque fois, en fait, quand je repartais, il me donnait des articles que lui-même avait recueillis, en fait, et qu'il avait reliés. Alors là, j'ai découvert des choses absolument incroyable, et donc des centaines et des centaines de pages, enfin des centaines, je pensais que c'était que des centaines avant de comprendre que c'était des milliers de pages en fait. Est-ce que vous pensez qu'à ce moment-là, il avait déjà lui-même le projet de les rassembler? Ben, je sais pas, enfin il était curieux surtout de savoir, d'avoir un regard peut-être extérieur sur ce qu'il avait fait. Je pense qu'il n'avait pas tellement de doute sur la qualité de ce qu'il avait écrit, mais enfin ça m'intéressait, je crois, de savoir ce qu'on pouvait en penser. Et moi je lui ai dit, et très honnêtement, que ça m'intéressait énormément. Donc en fait ce qui se passait, c'est que je repartais avec des dossiers que lui avait constitués et que je photocopiais. Et ce qui a été en fait un peu une perte de temps, parce qu'il aurait pu voir, je pense, sinon l'édition, enfin, de son vivant. Parce que j'aurais dû commencer plutôt que de photocopier, j'aurais dû commencer par scanner peut-être déjà, ou d'en faire autre chose que de les lire, simplement. Puisque je lisais et ça me plaisait. Voilà. Et ça a duré comme ça, quand même pendant assez longtemps. Et puis, ensuite, moi, je pensais écrire sur ces articles. En fait, c'était ça mon projet initial, parce que je m'intéressais à différents critiques, et là, je trouvais que je découvrais la critique qui me passionnait. Et donc, mon projet, c'était plutôt de faire une étude sur son œuvre critique. Voilà. Mais enfin, je lisais, et je peux pas dire que l'étude avançait beaucoup. J'avais surtout énormément de plaisir à le voir. Voilà, je profitais de sa parole. Donc, l'étude n'avançait pas tellement. Et puis ensuite, on a eu l'idée un petit peu parallèle à ce travail que je pensais faire et que finalement je suis en train de faire sur son œuvre critique, d'en faire la bibliographie exhaustive, qui serait déjà une sorte de repère, qui pourrait être un repère de son œuvre, et une indexation. Alors, puisque vous parlez justement de bibliographie, est-ce qu'on peut avoir justement un aperçu, un petit panorama des publications dans lesquelles vous avez retrouvé ces articles? Donc alors il y a les articles, il commence sa carrière durant l'occupation. Donc son premier article, c'est dans le Courrier des étudiants. C'est une réponse à une enquête sur l'avenir de la littérature. Donc il a tout juste 21 ans, et c'est une réponse qui est déjà assez exemplaire, puisque enfin il attendait de la littérature qu'elle soit. Bon, enfin, c'était un peu plus étayé que ça, c'était plus étayé que ça. Et ensuite, donc, Poésie 41-42, Toutes Ors aussi, et Confluence, surtout, pour laquelle il a beaucoup écrit. Donc ça, c'est pendant l'occupation. Puis, ensuite, à la Libération, il y a des articles d'enfants-tireurs, des articles littéraires. Et puis, alors ça, c'est une chose que j'ignorais au moment où on avait fait des entretiens en 2005. J'ai découvert qu'il était, enfin c'est lui qui m'a dit qu'il avait été critique de cinéma. Et ça, c'est dans des revues, dans Volonté de la Résistance, donc une publication de 45, puis dans Climat en 46-47. Et donc chaque semaine, il donnait des articles sur les films qui sortaient. Et c'est des articles assez extraordinaires, parce que il y a tout le cinéma américain qui débarque finalement à
à ce moment-là, c'est Citizen Kane, par exemple, qu'il admirait. Et puis un film qu'il adorait beaucoup, sur lequel il a écrit plusieurs articles, c'est Rien qu'un cœur solitaire de Clifford Odets. Des films comme ça. Et alors ensuite, après avoir été critique de cinéma, et où même simultanément, en fait, les deux se chevauchent, il est critique d'art, dans Combat et dans la revue d'Aimé Patry aussi paru, jusqu'en 48-49. Est-ce que vous faites allusion, justement, on y reviendra après dans le détail, vous faites allusion à son premier article, qui est donc une réponse à une enquête, puisque ça date de mars 41, donc il a à peine 21 ans. J'ai relevé cette phrase dans ce premier article, il dit « Toute discussion sur la littérature du point de vue moral est extérieure à l'essence même de cet art, qui est délectation à l'aide du langage. » Est-ce que vous ne croyez pas que là, il y a tout le critique qui est déjà posé? Et si, effectivement, puisque là, la formule est très frappante, on sent effectivement le critique, et j'ajouterais que c'est sa période critique durant l'occupation est un peu placée sous le signe de l'ineffable, puisque c'est quelque chose qui revient sans cesse sous sa plume. Et ensuite on verra plus tellement ça sous sa plume, c'est-à-dire qu'il a recours à ce concept, c'est-à-dire que la littérature, et plus particulièrement la poésie, peut-être a trait à ce qu'il appelle l'ineffable. Et donc alors je suis pas sûr du tout qu'il s'agisse là d'une position de défenseur de l'art pour l'art, je crois pas ça du tout. Mais enfin non, mais ce qui est étonnant, c'est qu'ensuite plus jamais, enfin à ma connaissance, plus jamais il aura recours à des sortes de concepts ou de pseudo-concepts philosophiques, c'est-à-dire qu'il sera extrêmement méfiant par rapport au jargon et au snobisme. Je veux pas dire par là que l'ineffable c'est du jargon, mais enfin c'est peut-être déjà une sorte d'héritage heideggerien dont il s'est jamais vraiment départi, qu'il a toujours admiré Heidegger, mais enfin je pense qu'il était plus réservé, plus prudent peut-être dans la suite de sa carrière que durant cette période où, enfin voilà. Si on aborde justement ce sujet du critique, vous dites qu'il était très réservé sur tout ce qui était théorie, mais il n'empêche qu'il les avait toutes lues et toutes assimilées. C'est ça qui est extraordinaire, puisqu'il pouvait restituer, je pense, réellement presque toute la philosophie occidentale, et en détail, mais il savait la reformuler, c'est-à-dire non pas la rendre plus claire qu'elle est, mais enfin la restituer sans avoir recours au jargon, même philosophique parfois, c'est-à-dire en décryptant les concepts, en les rendant accessibles, ce qui est assez extraordinaire. Enfin, il essayait pas de faire savant, et pourtant il était extrêmement savant. Ce qui comptait avant tout pour lui, ce sont les faits. Mais il les posait en comparaison avec les théories, justement. Je venais justement de lire, avant de vous rencontrer aujourd'hui, un article qu'il avait écrit dans Preuve sur la question noire, et où on voit il n'écarte pas les théories. Il les pose, il les compare entre elles, mais il leur compare aussi des faits sociologiques. Il les examine réellement à la lumière des faits. C'est-à-dire, oui, alors je sais pas si c'est ce qu'on pourrait appeler son pragmatisme, enfin c'est vrai que c'est assez fascinant, puisqu'il était extrêmement curieux de toutes les théories. C'est vrai, il les lisait et très curieux. Mais l'examen des faits était la chose principale. C'est pas d'une manière vicieuse pour mettre en doute les théories, mais c'était réellement pour savoir de quoi retourner vraiment la réalité, je crois, c'est ça. Alors, pour en revenir à votre travail qui est prodigieux, et puis dans tous les amis de Jean-José Marchand, puis surtout aussi les chercheurs, vous seront redevables et reconnaissants, je le dis tout de suite. Pour en revenir à ce travail, est-ce que vous êtes posé des critères, des critères de sélection? Par exemple, il y a l'ordre chronologique d'abord que vous avez adopté, qui me semble plus pertinent, mais est-ce que vous êtes posé comme principe de ne retenir que les écrits qui ont déjà été publiés? Oui, c'est ça, c'est ce qui prévaut, c'est la somme des écrits publiés. On verra peut-être dans un deuxième temps, et puis ça, enfin, j'en ai discuté avec Jean-José, peut-être qu'on fera d'autres choses avec des articles qui ont été refusés, par exemple, des choses comme ça, mais enfin,
pour l'instant, c'est pas l'urgence. L'idée, c'est vraiment la publication de tout ce qui a été publié. Ce qui vous a amené à Jean-José Marchand, vous, Guillaume Louet, je crois, c'est d'abord l'art moderne, les avant-gardes, l'étude des avant-gardes, dans un premier temps, je veux dire. Enfin, c'est peut-être plus simple que ça. Oui. En fait, c'est un peu un hasard. C'est-à-dire que c'est un ami très proche, Benoît Bourreau, qui, lui, est artiste, et donc qui avait entendu parler de Jean-José par Dominique Rabourdin, puisqu'il faisait à ce moment-là un stage à Métropolis, et il passait son diplôme de fin d'études aux Beaux-Arts, et il avait l'intention de faire une œuvre à partir d'archives. Enfin, c'était une chose un petit peu compliquée, et puis il s'intéressait beaucoup aux archives, et Dominique Rabourdin lui avait conseillé d'aller voir le maître des archives, c'est-à-dire Jean-José Marchand. Alors là, il a rencontré Jean-José, et puis il a eu tout de suite l'idée de faire des entretiens. Donc on a été en relation avec une amie, une productrice qui s'appelle Cathy Couteau. Et alors Benoît voulait m'associer à ce projet, ce qui était très gentil de sa part, et Cathy Couteau et Benoît ont décidé que je ferais les entretiens, ce qui m'a absolument passionné. Voilà, c'est un peu par hasard que j'ai découvert Jean-José, que je ne connaissais pas, que j'ai découvert vraiment en préparant les entretiens. Ah d'accord, donc je faisais erreur. Je pensais que c'était par Dada, Dada que vous étiez arrivé jusqu'à Jean-José Marchand. Donc c'est tout à fait fortuit en fait. Oui, oui. Donc vous avez mené un travail préparatoire Voilà. de questions sur les archives du XXe siècle, Voilà. sur Jean-José Marchand lui-même. Parce que je dois dire, oui, c'est vrai que la perspective des entretiens était un petit peu où le centre devait être les archives du XXe siècle, mais il faut reconnaître que lorsque j'ai découvert tous ces articles, ça m'a vraiment passionné, donc on a décidé qu'on ferait enfin c'est pas moi qui ai décidé, la productrice était d'accord aussi, mais qu'on parlerait de tout, mais pas seulement des archives, ce qui fait qu'en tout, finalement, son parcours télévisuel sur les 20 heures d'entretien qu'on a fait, ça représente peut-être que 4 heures. Et tout le reste, où il est question de lui-même, de sa vie ou de littérature. 4 heures sur 20 heures voilà, 20 heures. Ce sont des entretiens qui sont à l'IMEC, qui sont déposés à l'IMEC. Alors ils sont déposés à l'IMEC, mais ils sont c'est la propriété de l'INA, puisque c'est l'INA qui a produit ces entretiens. C'est des entretiens patrimoniaux et qui n'ont jamais été encore diffusés ni véritablement exploités. D'accord. Pour en revenir à l'œuvre de critique de Jean-José Marchand, il n'y a pas seulement que de la critique dans ce vaste corpus, il y a aussi des articles. Il y a des choses effectivement qui sont il y a des articles politiques. Alors moi j'aurais tendance à appeler ça aussi de la critique, mais qui sont des articles d'actualité et qui sont, enfin je trouve pour ma part qu'ils ont très bien vieilli. Lui était peut-être plus sceptique, hein, enfin il se demandait vraiment quelle valeur ça avait. En fait c'est une très grande valeur, je crois, pour les historiens, puisque ces articles de politique se situe juste au moment du retour de Gaulle. Et donc, Jean-José Marchand, qui était un gaulliste historique à ce moment-là, devient éditorialiste en quelque sorte dans le journal du Parlement. Et alors là, pratiquement quotidiennement, tous les 2-3 jours, enfin plusieurs fois par semaine en tout cas, il commente l'actualité politique nationale et internationale. Et d'une manière qui est assez stupéfiante. Alors, où il est souvent question de la guerre d'Algérie, donc ça, je crois que ça peut intéresser beaucoup de gens. Et d'une manière, assez stupéfiante, parce qu'il dit dans un article clé, un petit peu dans ce corpus, que, bien qu'il n'ait pas revu de Gaulle depuis son accession au pouvoir, qu'il n'ait pas particulièrement fréquenté, il était capable de savoir exactement ce qui se passait dans la tête, et ces articles le prouvent, puisqu'il s'est passé exactement ce qu'il a dit, ce que lui, Jean-José Marchand, dit qu'il se passerait. Et c'est vrai, dans la tête de Gaulle et dans la pratique de Gaulle. Et c'est vrai, il se trompait pas beaucoup, il voyait les choses très bien. Oui, parce qu'en effet, à côté du grand érudit, du lecteur inlassable, il y avait aussi quelqu'un qui était, spenglerien, c'est-à-dire quelqu'un qui pensait à la vie des gens et qui faisait, je pense qu'il connaissait De Gaulle, non seulement comme homme politique et comme homme d'État, mais il le connaissait intimement, il l'avait analysé intimement. C'est ça, parce qu'il se mettait réellement dans la tête
tête de Gaulle, par exemple, mais je crois dans la tête de beaucoup de gens. C'est pas une projection fantasmatique, réellement. Enfin, je crois que c'est ce qui l'intéressait, il le disait. C'est ce que les gens avaient dans la tête. Et par exemple, on voit ça aussi avec les écrivains, c'est-à-dire que toutes ces recherches biographiques sur les écrivains, puisqu'il en a mené quand même beaucoup, ce serait un peu idiot, je crois, de les replacer dans un débat biographie des tenants de la biographie et les tenants du texte qui s'opposent régulièrement. C'est pas tellement comme ça que ça se passait, je crois, pour lui. C'est-à-dire que réellement, les écrivains l'intéressaient, mais comme De Gaulle l'intéressait, de connaître leur parcours et de pourquoi ils avaient fait ça, ou comme ses voisins l'intéressaient, je pense, comme presque tout le monde l'intéressait. Dans la fameuse opposition entre Sainte-Beuve et Proust, je crois qu'il aurait été plutôt du côté de Sainte-Beuve. Ah, mais oui. Oui, il était un peu Sainte-Beuvien, ça c'est sûr. Mais Proustien aussi, donc. Oui. Je veux dire, la personnalité des gens l'intéressait énormément. Oui. Il n'était pas indifférent pour lui de savoir que telle personne avait telles origines, ou avait aimé telle femme, etc. C'était très important. Oui, je crois que ça c'était très important. Et alors pour les écrivains c'était très important aussi. Alors après il faudrait vraiment faire une étude approfondie pour voir dans quelle mesure ce qu'il savait ou ce qu'il arrivait à établir de la biographie des écrivains l'influençait dans ses jugements sur les œuvres. Ça c'est un peu plus difficile, je pense, à cerner, mais oui, et est-ce que dans ces premières esquisses de travail sur la manière critique de Jean-José Marchand que vous aviez envisagé au départ, est-ce que vous pouvez en dégager quelques lignes, quelques traits de cette manière critique? Ah oui, mais elle évolue, je vous dis, elle évolue un petit peu au fil des 7 décennies dans lesquelles il a écrit. Je dirais que sa manière critique se fixe, il me semble, vraiment vers les années peut-être 47, 48, et là il trouve un style, j'ai l'impression, qui bougera plus énormément dans sa manière de faire. C'est-à-dire assez peu narquoise. Enfin, moi je trouve, pour ma part, on peut toujours discuter, mais moi je trouve pas que ce soit un critique méchant. C'est un critique plutôt bienveillant, même s'il y a souvent des pics à droite, à gauche. Par exemple, je crois que moi, j'arrive à avoir une seule haine, peut-être, dans tous ses écrits, c'est pour Henri Guillemin. Il avait horreur, juste, ça peut être intéressant, de la critique à la façon d'Henri Guillemin, c'est-à-dire par le petit bout de la lorgnette, et que les histoires d'argent des écrivains nous feraient comprendre qui sont les écrivains. Justement, enfin, ça rejoint un peu peut-être, c'est clair, un peu ce qu'on disait précédemment. Et par exemple, l'entreprise de Sappe, enfin, qu'on peut considérer comme l'entreprise de Sappe dans Guillemin, de grands auteurs comme Péguy, etc., pour Jean-José, ça c'était une sorte, pas de blasphème, mais enfin, quelque chose d'assez outrageux. Alors ça, on trouve un peu cette haine durant au moins depuis les années 50 jusque dans les années 70. Mais voilà, il a appelé Henri Guillemin un désinformateur professionnel. Qu'est-ce qui vous a le plus séduit? C'est les critiques d'art, les critiques littéraires, les articles politiques? Littéraire, je pense. Enfin, c'est peut-être, oui, c'est plus mon domaine. Je suis extrêmement séduit aussi par les critiques de cinéma, et ça, je suis à peu près certain que ça intéressera les cinéphiles aussi. Puisque ce qu'il faut bien voir, c'est il le dit explicitement dans ses articles, c'est qu'il se refuse à raconter les histoires des films. Et donc, alors, ça donne lieu à des articles qui sont pas, qu'on pourrait pas qualifier de théoriques, hein, justement, mais extrêmement analytiques, d'interprétation du sens de l'œuvre même, plutôt que de savoir si Charlie Chaplin, je sais pas quoi, enfin voilà, c'est pas ça, il cherche à trouver le sens de l'œuvre. Alors, soyons un petit peu matérialistes quelques instants. Dites-nous en quantité ce que cela représente et en volume. Mais ça représente 3000 pages, et donc ils vont être édités en 4 volumes. Vous allez procéder à une indexation? Oui.
donc qui n'est pas encore faite à cette heure, enfin qui est en partie faite mais sous une forme qu'il faudra reprendre, c'est-à-dire j'ai fait une table mais pas pour l'intégralité des articles, j'ai fait un index par article mais pas pour l'intégralité non plus des articles encore, donc tout ça doit être complété. Alors, si on procède à l'examen de la structure de ce corpus, est-ce que vous avez senti une intensification par moment de son travail critique, ou est-ce qu'il y a eu forcément une éclipse au moment de son entrée à l'ORTF? Il y a un trou. Oui, il y a un trou d'une quinzaine d'années. Voilà. D'accord. Alors, est-ce que vous pouvez nous faire justement le panorama? Donc, ça commence, il faut dire, c'est un travail prodigieux que vous avez fait, donc c'est un vaste panorama qui commence au début de la dernière guerre pour arriver jusqu'à nos jours. Et ça commence donc pendant l'occupation, et ça se prolonge après-guerre. Après-guerre. Et quelles sont sa plus intense activité journalistique est à ce moment-là? Oui, je dirais que c'est à partir de 1948, peut-être, où il est écrit pour le journal du gaulliste du RPF, qui est le journal qui s'appelle Le Rassemblement. Alors là, il écrit toutes les semaines aussi des critiques littéraires et des critiques d'art encore, des articles politiques parfois, ou à mi-chemin de la politique et de l'histoire, par exemple, puisqu'il y a beaucoup d'articles anticommunistes, mais d'un anticommunisme pas fanatique, et pourtant il était réellement anticommuniste, et ça c'est intéressant encore, enfin, pour moi ça m'intéresse, c'est-à-dire il pouvait être dur, mais les communistes l'intéressaient beaucoup aussi, ils le disaient pas par provocation, c'est-à-dire savoir ce qu'ils avaient dans la tête, et même récemment encore, ils pensaient qu'un bon stalinien valait mieux que quelqu'un sans conviction, je crois. Voilà. Donc, il avait une grande admiration pour Staline aussi. Oui. Il était marxiste dans un certain sens. Oui. Il écrit beaucoup il est très intéressé par Lukács et il écrit sur Lukács, sur le marxisme, oui, et des articles qui sont pas du tout fanatiques et ils tombent pas dans l'antimarxisme primaire du tout. Donc, il est plutôt dans une tendance aronienne, je dirais. Absolument, il était marxien comme Raymond Aron. Et d'ailleurs, les faits lui donnent encore aujourd'hui raison, où l'on parle. Mais pour en revenir donc à cette structure, donc il y a l'après-guerre, oui. Il y a son entrée à l'ORTF en quelle année? En 59-60. Ouais. Donc là, il y a une éclipse du travail critique. Voilà, à partir de 61. Voilà, là il y a un trou assez important d'une quinzaine d'années. Et il reprend véritablement son travail de critique dans la revue de Ricardo Pazero, Contrepoint, qui est la deuxième mouture de Contrepoint, puisqu'il y avait d'abord une première version plus anticommuniste, mais moins virulente, dirigée par Georges Liebert et Patrick Devedjian, et puis ensuite Ricardo Pazero a dirigé Contrepoint. Alors là, Jean-José donne des articles très intéressants sur Philippe Ariès, sur lequel il avait déjà écrit dans les années 50, très tôt, très tôt il écrit sur Ariès. Là, il donne des longues études, des chroniques plus courtes aussi, donc ça jusqu'en 1981. Et puis, il collabore très très intensément à la quinzaine littéraire, surtout à partir de 83. Où il donne des journaux de lecture tous les 15 jours ou tous les mois, et qui sont très denses, enfin très denses. Et des lectures qui sont, et ça c'est intéressant parce que ça se fait plus beaucoup, je crois, qui sont pas nécessairement des lectures d'actualité, mais enfin ce qu'il lit lui. Il avait cette liberté-là à ce moment-là. Donc ça n'est pas forcément lié à l'actualité de la librairie, quoi. Non. Et même quand c'est lié à l'actualité de la librairie, eh bien, ça prend vite une direction qui est, on ne sent plus tellement dans l'actualité, parce que c'est ça vous me demandiez sur la manière du critique, parce qu'il y aurait vraiment beaucoup à dire, parce qu'il y a quand même beaucoup de manières différentes il y a des articles dans lesquels il déploie véritablement son érudition sur des questions qui l'intéressent, pour relever des manques, pour compléter des choses, qui tire des livres selon lui incomplet. Donc tout ça, il éclaire ça d'une manière qui est absolument passionnante. Mais alors ça, c'était plus dans les années 50, lorsqu'il écrivait dans le journal du Parlement.
il se situe, enfin, il se présente comme lecteur aussi parfois. Et là, il n'est pas vraiment, c'est pas l'érudition là qui prime, il donne ses impressions de lecture, ce que lui ressent. Par exemple, lorsqu'il lit Laurence Durel, la première fois, ensuite il est un peu plus nuancé, mais ça le dégoûte plutôt, enfin, il trouve que c'est certainement de la grande littérature, et tout ça très réservé. Donc il donne ses impressions de lecteur là à ce moment-là, et puis ce qui est vers les années 58-60, donc au moment du retour de Gaulle, il écrit beaucoup dans le journal du Parlement. C'est plusieurs articles par semaine. Donc il y a des articles de synthèse, par exemple, un article excellent sur Marcel Arland. Tous les gens qui l'ont lu le trouvent étourdissant, et pourtant il en écrivait d'autres chaque jour. Enfin juste avant il en écrivait, après il en écrit encore. Eh bien en une nuit, peut-être, il a écrit sur Marcel Arland une synthèse qui est formidable. Est-ce que vous ne croyez pas que sur la fin, il s'est laissé aller quand même à une certaine malice dans ses écrits? Qui est discrète. Une malice très discrète, mais qui existe tout de même. Qui existe, c'est vrai, oui, je veux pas en faire un gentil critique. Et non, il y a des malices en incise, principalement, je dirais, entre parenthèses. Il y a des parenthèses qui sont toujours très drôles et c'est vrai très malicieuses. Et quand je veux dire malice, je ne veux pas dire vicieuse, c'est pas ça que je veux dire. Je veux dire qu'il avait plaisir lui-même à conduire son lecteur là où il ne l'attendait pas. Par exemple, je pense à l'instant, par exemple, à un article qu'il a fait dans la Quinzaine littéraire sur Spengler, et où il retrouve chez Michel Foucault, par exemple. Les épistémés, oui, c'est saisissant. Ouais. Oui, oui, vous avez raison. Parce que, faudrait peut-être pas assimiler ça avec, identifier ça avec un côté redresseur de tort. Je pense que c'était pas exactement ça. C'était éclairer des choses qui passent inaperçues et qui se passent à l'insu de certaines personnes qui ont peut-être tendance à être dogmatiques. Je sais pas, des admirateurs, ils se méfiaient des admirateurs ou des turiféraires, et puis d'une certaine pensée, il faut bien le reconnaître. Ils se méfiaient des spécialistes aussi. Des spécialistes, beaucoup. Il avait là beaucoup de plaisir à souligner leurs failles. C'est une méchante pédanterie, mais il se méfiait beaucoup des spécialistes, oui, qui étaient le contraire de lui finalement, puisqu'il était spécialiste de tout, ce qui fait qu'il était pas enfermé dans un domaine particulier. J'aurais une dernière question à vous poser, Guillaume Louet, c'est concernant la personnalité de Jean-José Marchand, telle que vous avez pu le fréquenter. Comment expliquez-vous qu'avec cette érudition, cette connaissance des choses, il n'ait pas été un plus grand créateur? Je sais pas, on peut se reporter à la réponse qu'il donnait lui-même, c'est-à-dire que bien il avait besoin de commandes. Par exemple, on voit, c'est ce qui s'est passé pour la glo sur Baudelaire qu'il a écrite pour Lerne, c'est Dominique de Roux qui lui a commandé. Enfin, Jean-José disait, je suis comme Jean-Sébastien Bach, j'ai besoin qu'on me commande les choses. Alors, je sais pas si c'est l'explication profonde, ça, je sais pas, moi, je pense qu'il est un grand poète, qui s'est peut-être méfié de lui-même après avoir fait une sorte de coup d'éclat, quand même, puisque son recueil l'a vu au frontière du poème et dans le monde poétique, une sorte de coup d'éclat, je crois. Peut-être qu'il s'est méfié de ses propres tendances ensuite, c'est-à-dire d'un retour au classicisme. Enfin, ça, il le dit dans sa préface. Je sais pas. Ça, c'est une énigme. Je sais pas. Je pense pas qu'il ait été écrasé par son savoir. Je crois pas que ce soit ça l'explication. Mais on a quand même vous qui êtes sans doute le meilleur connaisseur du fonds Jean-José Marchand déposé à l'IMEC, et on a quand même des tentatives de création romanesque, par exemple, des choses comme ça. Oui, mais il était assez dur avec lui-même. Je crois que c'était pas de la coquetterie. C'est difficile de dire pourquoi il s'arrêtait, pourquoi il. Ça, je lui avais posé cette question à l'IMEC, puisqu'on avait fait d'autres entretiens ensuite avec Benoît Bourreau, mais là, il restait
à l'orée. Enfin, il savait pas tellement pourquoi il n'avait pas réussi à terminer des choses qu'il avait commencées. Il n'en savait demeure pas. pas moins, comme vous l'avez très bien dit, qu'il est sans doute un poète. Oui, je crois. C'était sûrement le plus grand connaisseur de la littérature française, je crois. Enfin, et je suis pas le seul à le dire. Il y a lors de ça fait plaisir parce que lors la retransmission du Monterland à la Société des gens de lettres, c'était l'hiver de 2010, non 2009 je crois. Eh bien, les gens, ça avait été organisé par l'Atelier du Roman. Et je crois que la Kiss pensait que Jean-José Marchand était mort, et en fait non, Dominique Noguès a dit mais non, c'est l'un des plus grands connaisseurs de la littérature française, je crois que c'est vrai, et un poète aussi. Un romancier, je suis pas sûr. Alors ça, il le disait parce qu'il manquait la force de contention peut-être pour, je sais pas, pour maintenir l'effort. Enfin ça, c'est ce qu'il disait, je crois à peu près. Je sais pas si je décourageais, mais il se désintéressait peut-être finalement de l'artifice romanesque. Enfin, voilà. Ça, c'est pour le roman. Pour la poésie, je sais pas. J'avoue que je sais pas pourquoi, puisqu'il le dit. Bon, il est revenu à des poèmes versifiés qu'il a mis à la poubelle. Il dit, mais je crois que enfin la poésie jaillissait quand même. Il écrivait ce qui lui venait, mais j'étais sceptique. Merci Guillaume Louet. Donc je rappelle que vous êtes parvenu à mettre enfin au bout de ce projet gigantesque, donc des écrits de Jean-José Marchand, qui commence donc par un article de 1941 paru dans l'Écho des étudiants et qui se termine au début de cette année par une préface au poème de Pierre Guéraud. Oui, et peut-être, enfin ça, il y a une légère question sur le dernier article, on va voir, il y a plusieurs manières de finir ça, je vais prendre la décision d'un jour qui vienne. Il y a aussi un article qu'il avait donné à l'IMEC pour un hommage à Maurice Nadeau. Donc ça, il l'a écrit encore après la préface au poème de Pierre Guiraud. Bon, le livre devait être édité par l'IMEC, je crois pas qu'il soit édité, ou peut-être à exemplaire unique et donné à Maurice Nadeau, je sais pas ce qui est devenu. Mais enfin, si ce livre sort, il serait bien enfin, on va mettre l'article de toute façon de Jean-José, et c'est son dernier texte, celui-ci.